Pour moi, c'était la plus marquante pour moi, la plus importante pour moi, c'était la réaction du public par rapport à mes deux films les plus personnels, c'est-à-dire Anything Can Happen et Father and Son on a Journey. J'ai vu que la réaction était très très vive et que ce sont des films qui ont vraiment touché le public, donc ça valait la peine de le faire. Pour le premier, j'étais sûr, parce qu'il marche toujours très très bien depuis longtemps. Pour le deuxième, je voulais voir si si le film devient, enfin, touche les gens. C'est pas que ce soit pas un home vidéo sur le dos Wojcinski qui se balade en Europe, mais si vraiment ça marque le public. Et là, d'après les réactions et d'après les discussions, après le débat avec la salle, j'ai beaucoup vous savez, de gens qui me disaient qu'ils ont vécu la même chose, que c'est formidable, qu'un jeune m'a dit, écoute, aujourd'hui, je veux parler avec mon père, parce que je veux lui poser des questions, je les aime jamais poser ces questions-là, mais là j'ai tout plein de questions, il ne faut pas que je rate ça. Donc je vais lui poser cette question. Et bon, j'ai eu tout plein de ce genre de réactions, ce qui fait beaucoup plaisir. En plus, tu te rends compte que le film peut être utile et qu'il est un peu, je dirais, universel, qui ne touche pas uniquement le de Wojcinski ou Wojcinski, mais qui touche les gens, les jeunes, les plus âgés. Ça m'a fait le plus grand plaisir. Au contraire, je n'étais pas. Enfin, c'est vrai que presque tous mes films étaient mis dans les tiroirs, mais je ne me sentais pas du tout opprimé, du tout. Parce que, à vrai dire, si les films que je fais dans les années 70 sont comme ils sont, c'est grâce à la censure. Moi, je suis content c'est vrai, personnellement, je suis content qu'il y avait la censure, parce que sinon, vous voyez, j'étais jeune, comme vous, j'étais vraiment très enragé vers ce système-là, j'étais vraiment contre ce système-là, et si je pouvais agir complètement librement, tout bêtement, comme un jeune homme plein d'énergie, j'aurais attaqué directement. Et si on attaque directement, les films sont très vite morts. Ce sont les films d'intervention, les films d'intervention, les films un peu de télé. Et comme il y avait la censure, nous, on était obligés de chercher une autre façon de raconter, de dire ce qu'on voulait dire. Pas directement, d'une manière indirecte. Et aller un peu plus en profondeur. Et on employait le langage de Ésope, n'est-ce pas? C'est-à-dire ne pas dire des choses directement, mais et en même temps qu'on ne dit pas directement, mais on trouve un bon moyen, c'est plus fort encore que de tirer. Donc, mais là, je parle uniquement de films documentaires, parce que pour les autres, pour le cinéma de fiction, pour la littérature, c'était mortuaire, vraiment, c'était... pour les autres, je parle uniquement du film documentaire. En plus, ce que je disais déjà aussi au public, c'est qu'on avait trouvé un bon moyen de pouvoir faire les films, de pouvoir continuer, même si les films précédents étaient mis dans le tiroir. Parce qu'on expliquait à nos vice-ministres consécutifs qui étaient censés de s'occuper du cinéma, que s'ils font, je ne sais pas, une centaine de films comme il faut, s'ils ont 2 ou 3 films qui mettent dans le tiroir, ça peut leur servir. Ils nous regardaient comme vous êtes fous, quoi. Comment c'est possible? Ah oui, bien sûr, écoutez, vous savez très bien qu'en Pologne, les équipes gouvernementales changent assez souvent. Et s'il y a une nouvelle équipe qui arrive, bien sûr, on dira que tout le mal, c'est dû à l'équipe qui vient de partir, mais vous aurez un téléphone du comité central du parti. Écoutez, camarades ministres, qu'est-ce que vous avez pour la nouvelle étape? Et vous allez sortir nos films. Et comme ça, vous vous montrerez comme quelqu'un qui a une imagination politique, qui sait prévoir le développement de la situation, et donc vous resterez sur votre place. Vous ne serez pas viré.
Et ça marchait très très bien. Moi j'avais, je sais pas, 5 ou 6 films dans les tiroirs. Quand je fais le 7e, c'est là qu'on m'a viré du studio, parce que c'est du studio film documentaire. On m'a viré de studio parce qu'ils ont dit quand même ça c'est trop, trop c'est trop. Mais c'était en janvier 80 et en août 80, il y avait déjà des grèves au chantier naval de Gdańsk. C'était le début de Solidarność, de solidarité. Donc j'étais réadmis au studio de nouveau. Pas pour longtemps, parce que bon, ça a duré 1 an et demi, le carnaval de solidarité, qu'on appelle ça. Le premier carnaval de solidarité. Ça a duré 1 an et demi, après c'était le 13 décembre 81. C'était déjà l'état de siège, donc là c'était vraiment beaucoup plus dur. La rigolade était vraiment terminée. Bien sûr que oui, c'est-à-dire, oui, je peux parler que de la Pologne. Oui, il y a la censure, mais c'est la censure économique. C'est-à-dire, là, maintenant en Pologne, il n'y a plus de sujet tabou. On peut traiter tout. Mais la censure économique, quand je vois mes étudiants à l'école Vaida, où je travaille, quand je vois quand ils sortent, pour eux, vraiment, la censure économique est beaucoup plus dure que pour moi, ou pour nous, pour nos petits groupes, la censure idéologique. Bon, l'argent, le cinéma c'est de l'argent, ça coûte, et il a trouvé aujourd'hui des producteurs pour des sujets un peu ambitieux, un peu différents, un peu pas pour le grand, énorme public. C'est pas facile, parce que le producteur veut gagner de l'argent. Mais c'est comme ça, on savait très bien. C'est le coût à payer, le coût de la démocratie. C'est normal. Oui, tout à fait, je crois que vous avez raison, parce que vous savez, faire aujourd'hui un film social, c'est extrêmement facile, c'est comme ça, vous voyez à la télé, tous les jours la télé est mauvaise, mais quand même, vous voyez pas mal de vérités dans la télé, la pauvreté, les gens qui sans domicile, les Roms, enfin tout ça on voit à la télé, n'est-ce pas? Il n'y a plus de sujet tabou. Donc c'est formidable que le jeune se tourne vers des sujets un peu plus profonds, un peu plus philosophiques, un peu plus existentiels. Comme vous avez dit, oui. Et c'est complètement normal. Ils ne veulent pas, vous savez, défoncer les portes déjà ouvertes. Donc ils essayent d'ouvrir de nouvelles portes. Donc de faire des portraits psychologiques un peu plus profonds, plus universels, etc. Oui. Non, écoutez, c'est pas uniquement moi, il y a toute une partie du milieu qui a dit non, on ne travaille pas pour le généraux, pour ce système qui est vraiment dur. Non. Mais vous savez, il n'y avait pas de conséquences, c'était pas grave. Et pendant ce temps-là, j'ai fait pas mal de travail, beaucoup de travail, parce qu'on a fondé une petite maison de production clandestine auprès de Solidarité clandestine. Et pendant 3 ans ou 4 ans, on tournait vraiment une quantité énorme du matériel sur ce qui se passe vraiment en Pologne. C'est-à-dire, en même temps, à la surface, qu'on ne montrait pas à la télé, ce qui se passait, et d'autre part, on faisait des interviews avec les dirigeants de Solidarité qui étaient en résistance, donc qui se cachaient, bien sûr. On filmait beaucoup d'actions de solidarité parce qu'on les connaissait d'avance. Et c'était vraiment 4 ans assez passionnantes. Fuir la milice, tourner ça. Vous savez, pour aller voir, je sais pas, quelqu'un qui se cachait, par exemple, même M. Bouillac, qui était chef de solidarité de la région de Mazovie. Écoutez, pour aller le voir, c'était comme pendant l'occupation, c'est-à-dire tu sortais dans une voiture, il y a une autre voiture qui t'attendait, tu partais là-bas, tu attendais une demi-heure, il y avait quelqu'un qui venait te chercher. Donc c'était un peu comme pendant l'occupation, pendant la résistance, pendant la guerre. C'était très passionnant pour moi. Mais en même temps, on savait très bien qu'on faisait un travail utile, tout simplement. On a fait des centaines d'heures du matériel.
ça existe toujours. D'ailleurs, d'après ces matériels, on a monté, moi je ne pouvais pas sortir de la Pologne, en Pologne je ne pouvais pas le monter, je n'avais pas de possibilité, mais on a fait sortir tout ce matériel-là par les valises diplomatiques des diplomates amis. Et en France, il y a un film qui a été monté par mon ami Jean-Yves Potel, journaliste. C'est un film qui est passé sur Arte, qui même maintenant été montré en Pologne. Il s'appelle, il a un titre un peu gonflé, mais il s'appelle Pologne 85, Vivre dans la vérité. Alors le titre est un peu gonflé, mais ça montre un peu la vie quotidienne pendant l'état de siège, et en même temps, ça montre la vie souterraine, si vous voulez, de la solidarité clandestine. Toutes les actions Radio Solidarité, par exemple. Il y avait Radio Solidarité. Il y avait même des émetteurs qui brouillaient l'image de la télévision officielle. Et là, sur l'image officielle, vous avez tout de suite, vous avez un sous-titre, si vous voulez, Solidarité vit toujours, on va revenir. Ça apparaissait sur les écrans en Pologne, dans toute la Pologne. C'était formidable. Et nous, on filmait où c'était fait, comment c'était fait, etc. etc. Bien sûr, on filmait les imprimeries clandestines. Mais ça, il fallait faire attention, pas uniquement pour nous, mais pour ne pas faire tomber, par exemple, l'imprimerie. Quand je suis que 2 semaines après qu'on a tourné une imprimerie, c'est la milice qui est entrée, on s'est demandé si c'était pas à cause de nous. Et c'est vrai que c'était dur, mais finalement j'ai appris que non, c'est quelqu'un d'autre qui a donné des traces. Donc. Mais là, vous savez, il fallait compter quand même aussi avec les héros, si on peut dire, beaucoup plus que dans une situation normale. Parce qu'on pouvait, n'est-ce pas, indiquer le chemin à la milice, n'est-ce pas, le chemin où aller. S'il y avait quelqu'un qui nous suivait, nous, il aurait... Donc on faisait tout pour qu'on ne suive pas, comme dans les films criminels, n'est-ce pas, où vous regardez s'il n'y a pas de personne, non, on change de voiture, on prend un tramway, on descend, enfin, tous les moyens de sécurité. Mais on a fait beaucoup quand même, donc... en plus, je crois que c'était le devoir le plus élémentaire à cette époque-là, de ne pas faire des films documentaires, mais de faire le devoir élémentaire de quelqu'un qui a une caméra, qui a un micro, d'enregistrer, tout simplement, d'enregistrer ce qui se passe. Pouvoir faire un compte-rendu. Là, ce n'était pas question de cinéma d'auteur, enfin, tout ça, c'était vraiment la tâche élémentaire, la tâche première. Je crois que bon, la situation des ouvriers n'a pas tellement changé. Bon, ils sont libres aujourd'hui. Mais vous savez, dans les grandes corporations, c'est aussi assez difficile. Sauf qu'il n'y a plus de ces slogans-là, que tout nous appartient, c'est à nous l'usine, nous on gouverne le pays, etc., etc. Personne ne dit ça. Là, à l'époque, bien sûr, on disait, vous les ouvriers, vous êtes co-gestionnaire de l'usine, et quand on a posé cette question, n'est-ce pas, aux ouvriers, ils ne comprenaient pas de quoi il s'agit. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette confrontation entre Michał, qui dirigeait la radio interne de l'usine, et la direction. C'est un film un peu bon. Après ce film-là, je suis viré du studio, c'était janvier 80, mais c'était un film qui, je peux dire, prévoyait un peu la première solidarité, que les gens en ont marre. Dans le film, il y a une dame qui dit, parce que le garçon demande, est-ce que c'est quoi, les gens ne disent pas la vérité parce que quoi, ils ont peur? Et une dame dit oui, ils ont peur, mais on ne devait pas avoir peur, n'est-ce pas? On ne devrait pas avoir peur. Donc c'était déjà les signaux que quelque chose va peut-être arriver. Et 6 mois après, il y avait les grèves au chantier naval, parce que les gens n'en pouvaient plus. C'est-à-dire, bon, vivre dans ce mensonge, vous connaissez aussi ce système-là, donc c'est plus ou moins la même chose. Bien sûr, il
faut toujours un prétexte, n'est-ce pas, pour que la révolte éclate. Donc le prétexte, c'était, bon, il y avait l'augmentation des prix, c'est toujours la même chose. Mais assez vite, ça s'est transformé en mouvement politique, n'est-ce pas? Le 21 postulat de Gdańsk, c'était pas uniquement le postulat, je dirais, concernant les finances, les salaires, etc., mais aussi concernant la liberté. Personne ne pensait à la démocratie à cette époque-là, c'était un peu trop dire. Personne ne pensait encore aux élections libres, ça aurait été trop. C'est arrivé beaucoup plus tard.